Oui, bonjour. Merci à tous d'être présents. Déjà, c'est un super bon salon, comme d'habitude, Techinov. Alors, moi, je vous présente Stratinov. Nous sommes une société dans les plateaux des Saclay qui avons été fondée en 2010. Et moi, je suis Iria Paris. Je suis venue en France pour faire des études de thèse, un doctorat en mathématiques appliquées. Et j'ai pu rencontrer, dans ma première expérience professionnelle, mon associé François Loret. Et nous avons décidé de fonder en 2010 Stratinov, qui aura bientôt 15 ans, les mois de mai. Alors, nous sommes partis d'une expérience dans la recherche et nous avons pu constater que malheureusement, il y a beaucoup d'aboutissements technologiques et techniques qui restent dans les tiroirs des laboratoires. Et de l'autre côté, ce sont les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, qui vont avoir du mal à innover et à gérer leur process. Donc, avec François, nous nous sommes très vite alignés sur une façon de faire pour accompagner les entreprises dans une démarche plutôt agile, court terme. Il faut que l'investissement soit à l'ordre du jour pour les sociétés qui engagent beaucoup de dépenses et beaucoup d'énergie à pouvoir faire, sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises qu'au bout de 5 ans, notamment des startups, elles meurent. Et l'idée, c'est de les aider justement à mettre en place des process d'innovation durable. Alors, c'est quoi l'innovation déjà au démarrage, telle que nous la comprenons? L'innovation pour nous, elle peut être comprise sur 2 angles. Alors, elle peut être un constat, c'est-à-dire on constate quelque chose d'innovant à la résultante d'un process, d'une technologie, d'un produit. Mais nous, ce qui nous intéresse gravement, c'est vraiment l'innovation en train de se faire. Comment gérer les processus pour que les bonnes idées prometteuses au départ puissent se concrétiser en source de business, quoi. Il y a de la valeur partagée. Alors, on parle d'innovation durable parce que c'est une innovation qui va faire du bien aussi bien à l'organisation qui innove, mais également à l'écosystème. L'organisation qui innove, elle a des compétences clés, elle a des équipes, elle a toute une chaîne de valeurs, elle ne peut pas innover toute seule. Et le but, c'est de mettre en place des pépites qui vont faire en sorte que les innovations elles soient récurrentes, fréquentes, qu'une fois qu'on sort un nouveau produit, un nouveau service, on se prépare au service des demain. Déjà, et c'est pas une affaire que des grosses boîtes en fait. Les grosses boîtes, elles ont beaucoup de ressources financières, certes, qui les permettent d'aller vite, mais c'est pas pour autant qu'ils subissent pas des échecs. Et le but, c'est quand même de créer des Doctolib de demain. Moi, j'ai rencontré Doctolib dans les années 2012-2013. Ils étaient à 3 et à 4 dans un incubateur. Et évidemment, ils ont aussi été au bon moment et au bon endroit avec la crise Covid, qui leur a permis justement de subir un amorçage, une accélération conséquente de leur technologie. Mais des Doctolib, il y en a partout aujourd'hui. Donc, comment fait-on pour les accompagner de façon raisonnée et justement faire en sorte que les business soient à la portée, quoi. Alors, nous, chez Stratinov, on entend que toute organisation, alors on n'accompagne pas que des startups et des entreprises, il y a aussi des associations qui ont besoin d'innover. Il y a des collectivités territoriales qui se posent la question de l'innovation. Et on accompagne également à la source les chercheurs qui sortent des pépites prototypes que chez Decathlon on appelle des monstres, par exemple, parce que ce sont des choses qui ne sont pas exploitables et utilisables. Comment fait-on en sorte de que ces produits-là, des pépites recherche, deviennent des vraies graines et qui poussent vraiment des produits business et que justement les PME et tout l'écosystème économique puissent bénéficier de la richesse de la recherche académique en France également. Donc nous, on va aider les entreprises à trouver toutes ces synergies-là. Alors, l'innovation telle qu'un organisme, une entreprise, des équipes doivent faire, elle doit être à la croisée des 3 dimensions de notre parti pris. C'est un parti pris, nous on la conçoit comme ça. Toute organisation, elle est née avec une mission, avec des valeurs, avec une mission. Alors, donc, il y a ce que l'entreprise souhaite faire. Il ne faut jamais perdre ça de vue parce que c'est la raison d'être de l'entreprise, de l'organisation et comment elle souhaite le faire. D'accord? Mais au-delà de ça, on doit rajouter 2 dimensions. C'est-à-dire, ce que l'entreprise sait faire, c'est quoi son savoir, c'est quoi son savoir-faire. On parle aussi bien des compétences internes que tout son écosystème. Elle doit se doter de bons partenaires pour pouvoir réussir leur pari, mais aussi ce que l'entreprise peut faire. C'est-à-dire, on a beau à vouloir faire des choses, parfois on est avant-gardiste, on n'est pas vraiment dans l'air du temps. Et donc, du coup, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est tenable et qu'est-ce qui est surtout finançable et viable économiquement parce qu'il faut faire du business avec. Donc, partant de ces principes-là, quand on croit ces 3 dimensions, nous, on dit aux entreprises, il faut commencer par là. Ne partez pas sur des ambitions qui n'ont pas de sens pour vous. Déjà, concentrons-nous sur ce qui a du sens pour votre organisation. Mais Schumpeter, c'est un économiste
qui était très connu, a défini l'innovation comme une activité de destruction créatrice. Et en fait, c'est peut-être cette définition-là qui justifie le mieux la complexité de la gestion du processus. Parce qu'il faut toujours engendrer du nouveau, tout en rendant obsolète l'existant et accompagnant les changements de paradigme. Et souvent, l'humain, que ce soit les équipes, que ce soit les cibles, que ce soit les utilisateurs, les acheteurs, c'est eux qui vont poser plus de résistance au changement. Donc, c'est très important d'intégrer tout ça dès le démarrage des idées, de façon permanente. Moi, je donne des cours dans l'école de management de Normandie et j'explique toujours à mes étudiants que la seule chose que l'entrepreneur sait, c'est qu'il n'a pas raison et c'est une remise en question permanente des idées, de ses stratégies, des volontés. Alors, nous avons préparé une petite vidéo pour vous montrer comment ces choses-là doivent être gérées. Et on dit toujours chez Stratinov que la méthodologie et la gestion opérationnelle mise en place, elle doit gérer la performance des actions, agilité, petits pas vers les business, sans perdre de vue les business, mais également l'efficience, c'est-à-dire que faire les choses dans les moindres coûts d'énergie et d'argent. Mais on reviendra plus tard. Je vais vous passer une petite vidéo pour qu'on puisse justement venir sur ces éléments-là. Alors. Il y a les sons ou pas, non? Non? Ah, il n'y a pas de son. Alors, dans cette vidéo, il faut d'abord travailler sur l'idée qui doit être confrontée à des opportunités de marché. Donc, effectivement, c'est peut-être pas trop la peine de passer la vidéo. Pourtant, j'avais vu avec les organisateurs hier. Alors, dans cette vidéo, on parle des 6 dimensions principales qui sont... Il faut bien trouver une idée qui répond à un besoin marché. J'ai beau avoir une idée, mais si je suis le seul à y croire, s'il n'y a pas vraiment d'enjeu business derrière corrélé, si ça ne se marie pas avec des tendances sociétales, d'utilisation et autres, ça ne sert à rien. Donc, dès que j'ai une idée, la première chose, c'est prouver, évaluer s'il y a bien des gens intéressés en face, qui ne sont pas forcément de mon écosystème, qui sont des clients ou des utilisateurs. C'est le cas de Netflix, par exemple. La plateforme Netflix, elle est née comme un service de correspondance des DVD. À l'époque, on allait tous... alors mes étudiants ils me disent, madame, on n'a plus connu ça. Mais nous, on allait chez les vidéoclubs, on prenait un VHS, on rentrait à la maison, on les gardait 48 heures, on les rendait, etc. Quand on les rendait en retard, bon, c'est une vieille époque, il y a 30 ans, on avait des pénalités. Netflix est né avec la volonté d'aller à l'encontre des pénalités, des retards pour retourner les DVD qu'on prenait en location, d'accord? Mais la plateforme a très vite, dans les années 2007-2009, su capter les tendances sociétales du moment, les virages qui allaient venir, et elle a su s'adapter pour proposer une solution streaming qui a carrément bouleversé l'industrie du cinéma. Aujourd'hui, les étudiants, à la rigueur, les VHS, ils ne connaissent même pas, mes étudiants de 18 ans, et les cinémas, ils n'y vont pas parce que c'est trop cher. Donc voilà, ça a carrément changé les habitudes. Alors, au contraire de Netflix, il y a aussi des mauvaises histoires. Il y a des cas comme par exemple Coca-Cola, qui est très connu par être un industriel de l'alimentaire très réputé. Mais à un moment donné, pour aller à l'encontre de la croissance des Pepsi en termes de concurrence, ils ont souhaité changer leur recette. Alors, on parlait des années 85-90, mais très vite, il a fallu revenir en arrière parce que les utilisateurs n'ont pas compris pourquoi un nouveau goût, pourquoi une nouvelle composition. Et d'ailleurs, ils ont dû tellement réaffirmer l'effet de faire un pas en arrière qu'ils ont dû rappeler leur produit Coca-Cola original. C'est-à-dire que c'est la recette originale pour qu'il n'y ait pas de mauvaises ententes. Et l'idée de rencontrer un besoin marché. Mais l'idée, il faut la tester, il faut la prototyper, il faut créer des maquettes, même des schémas, même imparfaits, qui permettent justement de valider la pertinence, trouver ce qui ne va pas et pouvoir pivoter. D'accord? C'est l'exemple de Dyson. Dyson, les aspirateurs Dyson, tout le monde les connaît aujourd'hui, mais pour sortir le premier prototype, alors juste un mot de parenthèse, ils dressaient un marché qui n'était pas leur client, c'était pas la femme, c'était l'homme. Ils ont dû dresser un prototype plutôt calibré sous la dimension d'un moteur, avec un engin, etc. Ils ont fait plus de 5127 prototypes pour arriver au produit final.
Donc, c'est quelque chose peut-être de coûteux, mais ça a été très important de les mettre en place parce que Dyson, voilà, c'est un Dyson. C'est une innovation de rupture. Ils ont carrément occupé aujourd'hui les marchés. Alors, face à Dyson, il y a aussi des échecs. Hein. Chez les gros, par exemple, les Google Glass. Les Google Glass, ce sont des concepts prototypes de lunettes qui devaient avoir des fonctionnalités avancées très importantes, mais qu'en revanche, ont été très lourdes à porter, c'était équipement pas bonne, et en termes de batterie, ça tenait pas la route. Pour ne pas parler des enjeux de confidentialité, parce qu'on pouvait enregistrer quelqu'un face à nous sans son autorisation. Donc ça a été un vrai échec. En 2015, Google a carrément laissé tomber les prototypes. On parle également du fait qu'il faut encourager les risques. Il faut s'aimer des pépites pour faire en sorte que les collaborateurs aient du temps et des envies pour pousser des nouvelles idées. C'est le cas de Nike, qui a développé de nouvelles chaussures avec une dimension durable, mais c'est également les cas des 3M, que par hasard, ils cherchaient une colle hyper puissante et leurs collaborateurs, par l'erreur, parce que la société a encouragé la prise des risques, ils ont trouvé les post-it. Les post-it qui, depuis plus de 30 ans, continuent à être les post-it, quoi. Un vrai post-it. D'accord ? Donc, idée rencontre un marché, l'idée prototypée, encourager les risques et la prise d'initiative, mais également, n'oublions surtout pas l'alignement stratégique. L'alignement stratégique, ça veut dire que on a une vision, on a une mission comme organisme, comme entreprise. L'innovation doit servir mon stratégie de développement. Elle ne doit pas s'en éloigner. C'est le cas, par exemple, d'iTunes ou l'iPod, pour rappel. Apple a toujours souhaité développer un service vraiment intégré où l'expérience utilisateur est véhiculée que dans leurs appareils. D'accord ? iTunes, elle s'est vite fait positionner comme une application au centre de la stratégie de l'entreprise. Et j'ai parlé bien d'iTunes par rapport à l'iPod, pour ceux qui ont connu l'iPod, à savoir que Microsoft, les concurrents d'Apple, a essayé de développer à l'époque Zune, qui a jamais réussi à voir les jours. Parce que c'était pas vraiment cet écosystème intégré, c'était pas dans leur stratégie des visions, des valeurs, des créations des valeurs au cœur de l'entreprise. Vous voyez, l'alignement et stratégique, il est très, très important parce que l'innovation, elle doit trouver du sens et être une pierre angulaire en termes de croissance et développement. Il y a une quatrième dimension, c'est pas la plus facile, c'est gérer tous les processus. Alors, gérer tous les processus, par exemple, Decathlon, il va mettre en place des business units, des équipes dédiées avec des budgets. On leur dit, voilà, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez, vous avez 6 mois, sortez-moi la table des ping-pong qui fait la différence, sortez-moi le vélo, machin truc. Ils se débrouillent. Ils vont aller partout dans le monde, à droite et à gauche, pour pouvoir trouver les idées et eux-mêmes accompagnent de l'idée au prototype et ils valident en conditions réelles, avec des utilisateurs réels. Et pour finir, il y a l'innovation, c'est effectivement source de réussite, mais n'oublions pas que c'est la source d'échec. Et l'échec, c'est toujours préliminaire au succès. L'échec, il doit servir à apprendre, à se remettre en question. Donc, par exemple, Coca-Cola, on a parlé avec la formule New Coke, qui a jamais vu le jour. Mais par exemple, Google avait aussi inventé dans l'année 2009-2010 Google Wave. Alors, c'est un espace collaboratif. Aujourd'hui, on connaît Zoom, Teams et tout le reste. Mais à l'époque, ça n'a pas réussi. Ça n'a pas accroché. C'est un espace où on devait marier les travails collaboratifs avec les mails et la messagerie instantanée. Bon, aujourd'hui, 15 ans après, ça fait sens. À l'époque, ça ne l'était pas. Google tire des rangs d'apprentissage. Il y a Google Meets aujourd'hui qui voit les jours et les technologies qui ont été développées, ça leur a beaucoup servi. D'accord ? Un autre exemple d'encouragement collaboratif au sein des équipes, c'est aussi Gmail. Tout le monde a un compte Gmail aujourd'hui. Et c'était vraiment parce que Google avait dédié du temps à ses collaborateurs, 20% de leur temps, pour trouver des idées qui ont changé la donne et qui bénéficient de tout l'écosystème de Google. Donc, l'innovation en soi, elle est difficile. Certes, il y avait des réussites. Même les plus gros, ceux qui ont les plus moyens, ils vont aussi échouer. Et dans ce cadre-là, on a établi la norme ISO 56002 en 2019, qui va donner les principes de base pour comment innover et manager les processus. Alors, cette norme, elle va donner 2 dimensions. Donc, d'un côté, il y a, comme pour une personne, des soft et des hard skills qu'il faut avoir, donc des pratiques, une culture, une aptitude. Mais il y a aussi la façon de gérer et piloter les processus. C'est-à-dire que nous, chez Stratinov,
on ne va jamais perdre de vue dans la gestion des processus pour les clients les croisements des 12 échelles TRL, technique ou technological readiness level, avec le côté business. Pourquoi on ne perd jamais de vue ces éléments-là? Parce qu'il a été prouvé par différentes études que n'importe quelle démarche d'innovation ne doit pas trop avancer sur la partie technique sans avoir confronté les marchés. Donc, on peut être à TRL 3, 4, 5 pour la partie R&D, mais il faut avoir validé que les business, les attentes de l'utilisateur, elles sont vraiment en face. Donc, qu'est-ce que conseille à nos clients? C'est déjà de regarder pour la gestion des processus. C'est faire une petite carte et pouvoir justement mettre là toutes les tentatives d'innovation qui ont échoué ou pas. Et ce qu'il faut s'assurer, de s'être toujours dans la bonne bande. D'accord? Et même dans ces schémas, on démontre bien que parfois la marche arrière suffit pour prendre de la force et pouvoir aller plus vite derrière. Donc, les remises en question, elles sont permanentes, mais il ne faut pas trop avancer sur la partie technique du produit ou du service sans avoir validé la partie business. Donc, valider qu'il y a bien un besoin, valider qu'il y a des personnes intéressées en face, quelle typologie, ces gens-là, ils achèteraient les produits sur la base de quelles conditions, et après, je peux commencer à me poser la segmentation du marché, les business models, etc. Donc, tous nos clients, souvent quand on arrive et on leur met ces schémas en place, ils se rendent compte qu'ils sont soit trop dans la technique, ils ont négligé la partie business, soit trop rêvés dans la partie business, et c'est pas faisable technologiquement ou techniquement en phase. Ne perdez jamais de vue que c'est la bande qui nous intéresse. D'ailleurs, nous, on travaille aussi avec des organismes de recherche qui sont très avancés sur la partie TRL, mais qui arrivent à un stade 4-5, mais qui n'ont pas du tout avancé sur la partie business. Et donc, on les aide par des études d'opportunité et marketing à remonter l'échelle pour rentrer les bons curseurs. Une fois que vous mettez vos actions sous ces schémas-là, vous allez pouvoir facilement corréler des enjeux d'efficience financière. Il y a énormément d'aides financières en France, plus de 4500 aides, sauf qu'elles sont données en fonction de votre typologie d'organisation, les aspects techniques de vos projets et aussi les impacts marchés. Est-ce que c'est de l'innovation de rupture? Est-ce que c'est une amélioration de système? Innovation des services? Innovation des produits? Est-ce qu'il y a IA? Est-ce qu'il n'y a pas d'IA? Il y a énormément d'aides. Plus on est en amont, plus vous aurez la chance d'avoir de la subvention, plus on est en aval, proche du marché, plus vous allez avoir même du prêt à taux zéro ou du prêt tout court. Mais peu importe, l'important, c'est de pouvoir aller vite et ne pas se faire dévancer par la concurrence en termes d'innovation. Donc, vous voyez bien, il y a deux dimensions pour mieux innover. Donc, je vous ai parlé de la gestion pilotage agile. Ne faites pas avancer vos projets si vous n'êtes pas dans la bonne bande. Donc, n'oubliez pas ça. Vous mettez les curseurs au bon endroit. Mais il y a toute une partie pratique, soft et hard skills qu'il faut évaluer. La norme 56002 vous permet de mettre en place ça, d'évaluer ça. Et nous, chez Stratinov, nous avons développé un questionnaire qui est basé sur des études. Je vous rappelle, on est des matheux, donc des chercheurs à la base, sur des études de l'ERPIS, un laboratoire de Lorraine, qui permet justement de dresser votre profil en termes de ce qu'on appelle, c'est pas un mot français, innovabilité, c'est-à-dire votre aptitude à l'innovation. Est-ce que vous êtes bien calibré? À savoir qu'il y a des aides pour mettre ça en place, c'est-à-dire BPI France, il permet de financer dans des interventions des consultants pour vous accompagner, pour mettre en place des bonnes démarches et épurer la façon de faire à 50% des frais. Il paye directement 50% des frais. Stratinov, nous y sommes référencés avec notre outil. Et donc, ma collaboratrice Sangoré, elle va vous partager un QR code qui va vous permettre, si vous le souhaitez, c'est totalement gratuit. Alors, c'est un diagnostic qui vaut 1 200 €. On l'a ouvert gratuitement pour Techinov. Ça vous permettra de répondre à quelques questions et vous allez avoir, il y a un petit onglet où c'est marqué voir, votre profil en termes d'innovabilité. Est-ce que vous êtes plutôt passif, réactif, actif ou proactif. Sachant que proactif, on peut l'être par un temps donné, pas de façon permanente, c'est comme les équipes de haute compétition. D'accord? Déjà, être réactif, ça veut dire à court moyen terme, vous êtes capable de bien agir en innovation face à votre environnement. Si vous êtes actif, ça veut dire que vous anticipez les tendances et vous êtes plus dans une démarche vers la proactivité. Je vous remercie et passez un bon salon.